Allez, c'est parti pour Pocahontas. Avec Meiko. Et Flip, il est où? Non, il n'est pas dessus. Bon, je pense que tout le monde est arrivé. Je vais pouvoir attaquer. Voilà, on est 500. Bienvenue tout le monde pour la petite lecture de Pocahontas. Avec la compagnie de Mila, bien sûr. Mila, t'es prête pour la lecture? Ouais. En général, ça dure 20 minutes à peu près. Coucou Sweetie. Allez, c'est parti. Vous savez qui c'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui c'est ça? Merci pour les roses. Mamie Arbre, oui, en fait, elle s'appelle Grand-mère Saule. Je le découvre avec vous, celui-là, il est tout neuf. Oh bah de rien, tu parles. Grand-mère Saule ou Grand-mère Feuillage? Oui, très juste, c'est Grand-mère Feuillage, Amandine, t'as raison. Grand-mère Feuillage, ça me parle. Pourquoi j'ai... On va voir, on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. On est 700, j'attaque l'histoire. De Pocahontas, choisi par K-pop. Il y a 400 ans, Londres était le plus grand port du monde, à partir duquel des vaisseaux faisaient route dans toutes les directions. En voici un justement, le Suzanne Constant, qui s'apprête à larguer les amarres pour un long voyage à destination du Nouveau Monde, l'Amérique. Parmi les hommes qui vont traverser l'océan Atlantique, se trouve un grand jeune homme blond. C'est John Smith, le capitaine. Près de lui se tient le jeune Thomas. John et Thomas font partie d'un groupe de colons aux ordres du gouverneur Radcliffe, un homme riche et puissant. Son chien, Percy, et son serviteur Wiggins sont aussi du voyage. En haute mer, le Suzanne Constant subit une terrible tempête. Réunis sur le pont, les hommes d'équipage se démènent pour que le bateau garde son cap. Soudain, une énorme vague emporte Thomas par-dessus bord. « Un homme à la mer !» hurle quelqu'un. « Le malheureux, il est perdu !» répondit un marin. Sans hésiter, John Smith plonge dans la mer en furie, accroché à une corde pour sauver Thomas. Après une lutte héroïque contre les vagues déchaînées, les deux hommes sont enfin hissés à bord. « L'eau était très bonne, » dit John Smith avec humour. Le gouverneur Radcliffe a beaucoup entendu parler des dangereux Indiens qui vivent en Amérique. Mais il n'a jamais pensé que certains pouvaient être des gens pacifiques qui aiment leur terre. Comme la tribu du chef Powhatan et de sa fille, Pocahontas. Pocahontas adore vagabonder dans les forêts et le long des rivières, en compagnie de ses amis, Meiko le raton laveur gourmand, et Flit le colibri toujours actif. Pocahontas est encore jeune, mais elle sera bientôt femme. Son père a décidé de la marier à un guerrier nommé Kocoum. Kocoum est grand et fort. Cependant, Pocahontas le trouve un peu trop solennel. Bouleversée, la jeune fille court jusqu'à Grand-mère Feuillage. Grand-mère Feuillage, bravo. Jusqu'à Grand-mère Feuillage, un arbre centenaire que consultent les Indiens depuis les temps anciens.
Elle désire lui parler de Kokoum. Grand-mère Feuillage écoute attentivement Pocahontas. Puis lui répond par ces mots. « N'épouse pas Kokoum si cela te chagrine, mon enfant. Ouvre grand ton cœur et écoute les esprits de la terre, du vent et du ciel. Ils te montreront le chemin que tu dois suivre. » Aussitôt, Pocahontas essaie d'écouter avec son cœur. Et elle entend, tout étonnée, des mots qui envahissent ses oreilles. « Étrange nuage ? Étrange nuage ?» répète-t-elle doucement. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Pocahontas surveille le ciel depuis un rocher, mais c'est sur la mer qu'apparaissent d'étranges nuages, des grandes voiles blanches. Les voiles blanches d'un vaisseau. Puis elle voit 4 hommes, étrangement vêtus, descendre à bord d'un canot. Ils rament pour tirer le navire vers le rivage. Pocahontas est effrayée, mais aussi fascinée, car elle n'a jamais vu d'étrangers. Alors elle s'approche d'eux. John Smith, qui est d'une nature plutôt curieuse, explore les abords de la plage. Il a confié la garde du bateau à son ami Thomas et aux autres marins Ben et Lon, le temps de repérer les lieux. Tandis que John Smith parcourt la forêt, Pocahontas et Meiko l'observent depuis leur cachette au milieu des feuillages. Soudain, Pocahontas entend les feuilles bruire à côté d'elle. L'étranger risque de la découvrir. Elle oscille entre la peur et la curiosité. Le jeune homme à la peau claire lui paraît très beau. Meiko est curieux lui aussi. Si curieux qu'il ne peut s'empêcher d'aller voir l'étranger de plus près. Et avant que Pocahontas puisse le retenir, le voilà assis sur son arrière-train, face à John Smith qui s'agenouille pour l'observer. Il l'observait bien à son tour, car il n'a jamais vu de raton laveur. « Tu es un drôle d'animal, dit-il. Aimes-tu les biscuits ?» Pocahontas ne comprend pas les mots du jeune homme, mais elle le trouve plutôt gentil. Elle préfère ne pas se montrer. Cependant, Kekata, l'homme de médecine, rentre au village. Le village des Indiens. Il y rentre avec de mauvaises nouvelles pour son peuple. « La fumée a parlé. Elle dit que des étrangers approchent, » annonce-t-il au chef Powhatan. « Des êtres dangereux dont le corps brille comme le jour, armés de bâtons qui crachent le feu et le tonnerre. » John Smith continue à explorer cette terre somptueuse, couverte de vertes collines et de majestueuses chutes d'eau. « Quel endroit merveilleux pour établir un camp et bâtir des maisons et des fermes, se dit-il. Tandis qu'il chemine, songeur, il ne remarque pas Pocahontas qui le suit sans bruit. Tout à coup, en passant devant une chute d'eau, il entend des pas derrière lui. Il se retourne et devine une vague silhouette par-delà le rideau d'eau. « Sortez ou je tire !» s'écrie-t-il. Bien qu'elle n'ait pas compris les mots de John Smith, Pocahontas avance en pleine lumière, tout intimidée malgré sa curiosité. « Oh, une jeune fille !» s'exclame John Smith, soulagé. Et il se dit en son fort intérieur qu'elle est vraiment jolie.
Au même moment, sur le rivage, Kokoum et ses compagnons observent les marins qui travaillent sous le commandement de Radcliffe. « Il faut bâtir un fort pour nous protéger des sauvages !» hurle-t-il à ses hommes. « Dépêchez-vous, c'est ensuite que commencera le travail pour lequel nous sommes venus. Creusez la terre à la recherche d'or !» Kokoum se hâte de rapporter au chef Powhatan les projets des hommes blancs. Le chef se fâche. « Les visages pâles détruiront nos terres. Dis-le à tous nos braves qu'ils se préparent au combat. » Powhatan envoie un messager au village voisin pour demander de l'aide. Cependant, John Smith essaye de devenir ami avec Pocahontas. Il prend sa main dans la sienne et l'agite. Elle s'en étonne, car les Indiens ne se serrent pas la main. Pourtant, la magie est à l'œuvre, car depuis que John l'a touchée, le cœur de Pocahontas perçoit le sens de ses paroles. De même, John comprend son langage. Ils se parlent longuement. John Smith évoque son lointain pays, le royaume d'Angleterre. Chez moi, il y a de belles et grandes maisons et de larges avenues. Et nous en construisons aussi ici. Nous allons en construire chez vous. Ainsi, vous n'aurez plus à vivre comme des sauvages. Comme des sauvages ? S'insurge Pocahontas. Nous ne vivons pas comme des sauvages. La vie dans nos forêts est merveilleuse, réplique-t-elle. Vous ne comprenez pas, ajoute John Smith. Lorsque nous aurons abattu les forêts et bâti des villes, vous deviendrez civilisés comme nous tous. Pourquoi abattre les forêts ? Elles sont nos amies. Croyez-vous pouvoir faire ce que vous voulez sur les rivages où vous abordez ? Je dois rentrer à présent, répond Pocahontas, pleine de colère, contre la façon de penser de John. Les jours passent, et John ne rêve que de revoir Pocahontas. Il revient pour la voir cueillir du maris, à l'orée du village. Le sachant en danger aussi près du village, Pocahontas l'emmène vite auprès de grand-mère Feuillage. Là, John lui montre des pièces. Ce sont des pièces d'or, et de l'or il doit y en avoir ici aussi. Dans le ventre de la terre, sais-tu qu'il te rendra riche ? En réponse, Pocahontas brandit un épi de maïs. « Il a la même couleur, dit-elle en riant. Il sort de la terre lui aussi, mais il vaut bien davantage car il peut te nourrir. » John doit bien admettre qu'elle a raison. Soudain, une voix se fait entendre. « Bonjour, John Smith !» John n'en croit pas ses yeux ni ses oreilles. Un arbre qui parle. Grand-mère Feuillage sourit à Pocahontas et dit « J'aime bien ce John Smith, son âme est pure. Et puis, il est beau garçon, ma foi. » Pocahontas rit sous cap. Une fois encore, Grand-mère Feuillage a vu juste. À cet instant, John Smith entend les voix de ses compagnons. « John, où es-tu » John pousse promptement Pocahontas derrière une souche d'arbre. Il redoute que ses camarades ne tirent sur elle en voyant qu'elle est indienne. Mais il a tort de s'inquiéter. Grand-mère Feuillage étend ses racines sous les pas des Anglais qui trébuchent et tombent. Pocahontas en profite pour s'esquiver. Pocahontas rentre vite au village. Elle arrive juste pour entendre son père ordonner aux guerriers de se préparer à la guerre. « Non, père, plaide-t-elle, pas la guerre. Les hommes blancs ne sont pas tous mauvais. » Powhatan répond «
Si, ma fille, ils abattent les arbres et éventrent la terre. Il faut les arrêter avant qu'ils ne détruisent la forêt. » De son côté, également, John Smith essaye d'empêcher la guerre. « Regardez, c'est délicieux, les Indiens s'en nourrissent. Ils appellent ça maïs, explique-t-il au gouverneur Radcliffe. Mais l'avide gouverneur se moque bien de la nourriture des Indiens. Il ne s'intéresse qu'à l'or. Pour ça, il est prêt à leur faire la guerre. John Smith, comprenant que rien n'arrêtera Radcliffe, décide de prévenir Pocahontas. Il la retrouve dans la forêt. Il la prend dans ses bras. Mais Kocoum a vu Pocahontas sortir du village et l'a suivie. Quand John Smith l'enlace, il croit qu'il veut lui faire du mal. Aussitôt, il attaque. Pocahontas n'est pas la seule à être surveillée. John aussi a été suivi par Thomas, et quand il voit l'Indien attaquer son ami, il lève son fusil vers lui. John hurle. « Non, Thomas, ne tire pas !» Hélas, il est déjà trop tard. Décidément, tout va mal. Les Indiens ont entendu le coup de feu et accourent à l'aide de Kocoum. John Smith est fait prisonnier. Les Indiens emportent la dépouille de Kocoum et ramènent Pocahontas à sa tente, bouleversée. Les Indiens furieux attachent John Smith à un poteau dans une hutte. Pocahontas se glisse auprès de lui. « Je voudrais ne jamais t'avoir rencontré, » lui dit-elle tristement. Il lui répond « Je préfère mourir demain plutôt que de vivre 100 ans sans t'avoir connu. » Le lendemain, au lever du soleil, John Smith est conduit sur un rocher sacré qui surplombe la forêt. « Par ta faute, Kocoum est mort, » lui dit Powhatan. Mais avant que Powhatan n'abatte sur lui sa lourde massue, Pocahontas se jette entre son père et John. Elle supplie. « Non, père, si tu le tues, tue-moi aussi, car je l'aime. » À cet instant, surviennent Radcliffe et ses hommes, prêts à tirer. Tout. Powhatan baisse lentement sa masse, regarde sa fille et déclare. Pocahontas parle avec la voix de la sagesse. Nous ne voulons ni la guerre ni la haine. Nous voulons la paix et la bonne entente. En revanche, la paix est bien la dernière chose que souhaite Radcliffe. Car pour s'approprier l'or dont il rêve, il doit s'emparer de la terre des Indiens. Il arrache un fusil à l'un de ses hommes et met en joue Powhatan. Mais John Smith a deviné son dessein et se précipite sur Powhatan. La balle destinée au chef frappe John Smith qui s'écroule, blessé grièvement. Pocahontas éclate en sanglots, en le prenant tendrement dans ses bras. Thomas et ses compagnons, furieux, se jettent sur Radcliffe et le ligotent pour l'emporter au bateau. « Vois le mal que tu as fait, » dit Thomas à Radcliffe. « Les Indiens, eux, ne voulaient pas la guerre. » Ensemble, Pocahontas et John ont réussi à arrêter la guerre, et John a sauvé la vie de Powhatan. Mais John est gravement blessé, et il faut le ramener en Angleterre pour le soigner. Les Indiens offrent des vivres aux marins en vue du long voyage qui les attend. Il est l'heure des adieux pour Pocahontas et John.
Pocahontas, debout sur le grand rocher qui surplombe l'océan, regarde le vaisseau aux voiles blanches emporter John et sait que sa place est avec son peuple. Mais le jour viendra où elle devra à nouveau lutter pour préserver la paix entre les siens et d'autres blancs qui débarqueront à la recherche de nouvelles terres. John est terriblement triste de quitter sa princesse indienne. Il songe qu'il a peu de chance de la revoir un jour, mais il sait qu'ils ne s'oublieront jamais, ni l'un ni l'autre. De même qu'il n'oubliera jamais la splendeur des terres indiennes.